finalement, on a toujours trouvé les financements, le bon chiffre d'affaires où on en avait besoin. Non, à Statinf, rien que ça me passe par la tête que j'aurais besoin de ce profil-là. Bam, ça se pointe, ce profil, et puis je me retrouve à l'avoir avant qu'il y ait vraiment le besoin. Hello et bienvenue dans Take Your Dream, le podcast qui transforme tes rêves tech en réalité. Ici, pas besoin d'être un expert ou de tout connaître sur la tech. Que tu sois au tout début de ton idée ou déjà en route vers la réalisation de ton projet, ce podcast est fait pour toi. Toutes les 2 semaines, j'explore le parcours de ceux qui ont osé rêver et se lancer dans l'aventure tech. À travers leurs défis, leurs réussites et leurs erreurs, tu trouveras l'inspiration et les conseils dont tu as besoin pour toi aussi faire le grand saut. Take Your Dream, c'est ton espace pour rêver, apprendre et surtout passer à l'action. Alors, prêt à transformer tes rêves en réalité ? C'est parti ! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on accueille Adriana qui est CEO et cofondatrice de Statinf et qui va nous parler de son parcours. Salut Adriana. Bonjour Tamara. Comment tu vas aujourd'hui ? Très bien, je suis dans les bureaux chez Statinf et puis j'avais hâte de faire mon premier podcast avec toi. Super. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter un petit peu ? Donc, je suis Adriana Gogonette, donc comme tu m'as présenté, donc j'ai un background plutôt théorique, donc j'ai fait une thèse en statistique. C'est après la thèse, j'ai fait un postdoc. C'était à l'INRIA et c'est lors de ce postdoc que l'idée de créer une start-up est arrivée. Ça fait de ça 6 ans. Donc la compagnie a été créée il y a 5 ans. J'en suis la CEO. Nous sommes une équipe aujourd'hui de 11 personnes. Donc on fait un logiciel qui fait de l'analyse temporelle des programmes informatiques, surtout dans l'industrie critique. Ok, c'est un sujet quand même très précis. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'en es arrivé là ? J'ai commencé par faire mes petites stats dans ma thèse. Je touchais à la théorie des valeurs extrêmes. Donc, le sujet de ma thèse, c'était d'améliorer la prévision de température à moyen terme pour améliorer la prévision de consommation d'électricité en France. C'est là que j'ai commencé à chercher sur la théorie des valeurs extrêmes et comment on pouvait, les modèles que ça propose, comment on peut les implémenter dans le cadre des prévisions de température. Pendant ma thèse, en fait, c'est mon associé futur de Statinf, c'est aussi ma sœur, chercheuse à l'INRIA, était à l'époque dans un projet européen avec Airbus. Et ils avaient des besoins d'estimation des pires temps d'exécution des programmes et ils voulaient mettre en place des modèles statistiques. Et elle a commencé à me poser des questions et en fait, elle n'avait pas de statisticien dans son équipe. Donc, du coup, à chaque fois qu'ils étaient bloqués, ça prenait longtemps pour avoir une solution et finalement, elle finissait par me demander et moi, je la débloquais en une demi-heure. Et du coup, elle s'était dit, est-ce que tu veux pas dans ton postdoc, parce que ça va enchaîner avec un autre projet européen, celui-là, et pendant 3 ans, faire un postdoc avec moi, ça m'aiderait beaucoup. Bon, j'ai pas accepté au début, parce que je lui disais même, tu vas pas pouvoir me payer ma sœur. C'est ma grande sœur, nous avons 2 ans d'écart. Mais finalement, je me suis rendu compte que, en fait, j'aimais beaucoup la problématique qu'elle traitait. Ouais, que je connaissais déjà beaucoup. J'aurais bien voulu à l'époque trouver des CDI à EDF, par exemple. Ma thèse était à EDF et je trouvais que c'est le travail de rêve. Bon, je trouve encore que c'est des super jobs là-bas. Enfin, être ingénieur à la recherche à EDF, je trouve que c'est un bel métier. J'ai pas réussi à en avoir, hein. Donc, de toute façon, je trouvais que des postdocs parce qu'en fait, mon profil était déjà typé recherche. On me disait si je voulais aller plus en applicatif que mais si tu as fait une thèse, c'est que tu veux faire de la recherche et nous, c'est plus vraiment très applicatif. Non, mais moi aussi, je veux. Non, oui, je sais, mais bon. Donc, du coup, entre des postdocs, donc j'en avais 2 qui étaient des propositions définitives. Donc, j'ai choisi celui proposé par ma sœur. Donc, c'était à l'INRIA. Finalement, ça a duré 6 ans.
C'était une belle collaboration. Nous avons déposé 2 brevets pendant cette période. Donc, j'ai pu appliquer vraiment mes connaissances en statistique sur ce type de domaine, celui informatique. C'était une réussite. Et puis, à la fin, en fait, on avait un prototype académique. On se disait, avant que je parte, il faut qu'on le donne à quelqu'un pour qu'il le grandisse. Donc, on a essayé avec une compagnie qui est aujourd'hui un des concurrents de Statinf. Enfin, Statinf est devenu concurrent de cette compagnie parce qu'elle existait déjà, mais ils n'en voulaient pas à la version où c'était juste un prototype académique. Ils disaient que il faut le transformer un peu plus dans un produit commercial avant qu'eux ils le reprennent. Ce qui n'était pas faisable en tant qu'institut de recherche. On n'a pas vocation à créer un produit commercial. Donc, du coup, on a essayé dans une autre compagnie, mais il fallait vraiment que moi, je l'accompagne dans cette compagnie parce que, pareil, on voyait que les fonctionnalités court terme et directes de la version de prototype, alors que nous, on voyait beaucoup plus des choses qu'on pouvait rajouter et toutes ces avancées. Et finalement, on s'était dit tous les deux, moi, je dis que c'était elle dit que c'est moi. Et si on faisait notre propre société et on transférait cette technologie vers cette nouvelle société? Bon, ça avait l'air d'un projet un peu futuriste, quelque chose qui va pas durer. Je pense qu'on se projetait vraiment pas à une vraie compagnie avec un produit, avec des clients. On connaissait rien de tout ce monde-là. Mais on s'était dit que ça va faire avancer notre produit, on va transformer quelque chose qui est finalement, voilà. Et c'est comme ça que Statinf est apparu. Finalement, j'ai découvert ce monde de l'entrepreneuriat. Ouais, de l'entrepreneuriat. Avec notre prototype académique, ça n'a plus rien à voir avec le produit qui est devenu aujourd'hui, et les challenges auxquels on a dû faire face. Vraiment, maintenant, quand quelqu'un me dit, par exemple, il y a une spin-off qui est en ce moment dans je sais pas quel labo, peut-être une thématique proche de la tienne, ça risque d'être un concurrent. Tout de suite, mon attitude, c'est je leur souhaite du succès parce que vraiment, il faut survivre au début, il faut vraiment y croire, il faut tellement de travail que voilà, toute mon admiration pour ceux qui s'y lancent et qui. Tu l'as fait toi aussi. Oui. Mais du coup, comment t'as vécu ce switch un peu de au début tu cherchais un CDI et après tu t'es parti dans l'entrepreneuriat et vraiment la création de votre entreprise. Mais comment ça s'est passé dans ta tête tout ça? Je pense que naïvement, je voyais pas ce que ça impliquait. Ça impliquait, oui. C'était difficile au début parce que pour moi, au début, c'était que moi que ça affectait. Bon, je prends 2 années de chômage et je me dédie à l'entreprise. J'avais encore les enfants en bas âge, donc ça me permettait de gérer mon propre temps. Donc moi, j'étais très très cool par rapport à ça. Je me disais que ça va, de toute façon, ça va peut-être pas marcher, mais bon, c'est comme si, des fois, je pensais, c'est comme si je prenais 2 années de retraite dans ma tête, que je profite de ma vie à faire quelque chose qui me passionne, qui pourrait aboutir à quelque chose, que ça aboutira ou pas, je me posais même pas la question, donc je regardais pas si loin. Et finalement, en fait, là où j'ai eu un peu de mal, c'est à embaucher des gens, parce que je me disais, oui, je mets ma vie un peu au risque, mais est-ce que j'ai le droit de mettre la vie des autres à ce même risque? Et quand j'ai compris qu'en fait il y a aucun risque pour un employé, c'est juste un travail pour eux, tant mieux s'ils se sont investis, mais ils vont gagner en expérience, c'est un truc passionnant, une petite équipe, c'est sympathique, et puis on fait que gagner de l'expérience, et puis quand ça marche plus, ils vont se trouver d'autres jobs, ils seront un peu plus malheureux parce que chez nous c'est le paradis. mais voilà, c'est que du bonheur en fait ils n'auront pas le poids de la responsabilité que moi j'ai et qui est le seul petit bémol, on va dire, mais bon, c'est comme une montagne russe non-stop, on a de l'adrénaline. Finalement, c'était pas aussi tranquille que tu l'imaginais au début? Non.
Non, c'était pas aussi tranquille. C'était des longues journées de travail. On est apparu en plus en même temps que le Covid. Donc, du coup, on avait beau être incubé à Goranov, on n'a presque pas du tout profité des bureaux. Donc, j'ai fait des mois de télétravail, et des longues journées. Et je me rappelle que mon mari me disait, oh là là, mais ça sert à quoi de créer sa société si toi tu travailles plus que tout le monde? Et oui. Mais en fait, on compte pas quand parce que en plus c'est un peu ingrat, je trouve, le travail d'un responsable de société, parce qu'il y a toutes ces actions qui font que ça fonctionne, que les gens communiquent bien, sans qu'on a vraiment l'impression que c'est un travail qu'on peut quantifier. Des fois, à la fin de la journée, on se dit, je suis là depuis 9 heures ce matin, et puis en fait, j'ai pas réussi à faire ma tâche la plus importante que j'avais sur la journée. Oui, alors que t'as pas arrêté quand même. Ah, alors que t'as pas arrêté, ouais. Alors que t'as pas mangé à midi, que t'as. Ouais. Non, mais enfin, être dirigeant, ça doit pas être évident. Moi, je l'ai pas été, mais toutes les personnes que je vois, ils ont beaucoup de pain sur la planche quand même. Mais du coup, tu nous parlais de ta première embauche. Et comment ça s'est passé? Comment t'as su quelle personne embaucher? Enfin, comment t'as abordé la chose? La première embauche, c'était un peu sans risque quand même. Faut dire les choses, c'est parce que on était, en tant que spin-off INRIA, on avait un programme d'accompagnement qui nous payait un premier ingénieur avant même la création de l'entreprise. Donc 12 mois d'ingénieur. Et c'est là qu'on a cherché. C'est finalement mon associé qui l'avait trouvé sur LinkedIn, un profil, c'était une jeune femme aussi, ingénieur. Donc on avait besoin de quelqu'un qui réécrit le prototype académique dans un langage qui s'y prête plus pour un produit commercial. C'était assez rapide à la trouver. C'est quelqu'un de très sincère, de très qui est force de proposition, qui est très bosseuse aussi. Donc on nous disait souvent que la première embauche peut, si elle est mauvaise, ça peut faire couler une boîte. Donc je me disais, heureusement on a les 12 mois avant qu'on crée pour savoir si c'est une bonne embauche. Et finalement, en fait, c'était que du bonheur. C'est comme la personne. Vous avez trouvé une pépite. Oui, nous avons trouvé une pépite, effectivement. Oui. Donc oui, ça s'est bien passé. En plus, j'ai découvert avec elle, pour dire, donc quand j'ai créé la société, on l'a créée en décembre. L'ingénieur dont je parle est passé sur le Statinf au 1er janvier. Et le 2 janvier, elle est tombée malade. Elle avait une grippe. Donc, je ne savais pas faire les attestations employeurs pour la Sécu. J'ai passé une journée pour comprendre comment ça marchait, que je dois faire un compte, donc j'ai tout découvert avec elle. Elle était aussi d'origine tunisienne, donc du coup il fallait transformer son visa en donc du coup on a fait toutes les deux, on a battu le chemin pour les futurs employés, et puis voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Déjà que l'administration c'est pas facile, mais t'as été tout de suite dedans. Oui. Entre-temps, on a tous des cabinets comptables, de tout ça, on peut se permettre, mais à l'époque, voilà, je préférais vraiment tout faire par moi-même. Et puis, voilà, on voit comment ça évolue une société d'après le regard qu'on a sur les montants qu'on est prêt à dépenser. À l'époque, on me disait que ça coûte 2 000 € pour faire, je sais pas quel business plan. Oh, je me disais, mais 2 000 €, jamais de la vie, mais je passe à moi à le faire. Et puis maintenant, quand on dit 2 000 €, Ouais. je me dis oui, ça va me décharger de beaucoup. Oui, ça va, oui. Oui, bah oui, la notion de l'argent doit évoluer au fur et à mesure que tu avances. Et du coup, donc tu disais, au début, tu faisais un peu tout. Et comment vous avez fait évoluer les rôles au sein de l'équipe jusqu'à maintenant? Enfin, comment ça a grandi? Alors ça, c'est un vrai cheval de bataille, je trouve, les rôles dans une start-up. Parce que au début, on a envie de faire les gens porter plusieurs casquettes. Et quand ils y arrivent bien, on est très content parce que on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un sur le produit, quelqu'un sur le site web, on fait tous un bout de ça, un bout de ça. Effectivement,
ça fait une petite structure qui bosse bien ensemble, qui se pose pas trop la question de qui est-ce qui décide sur ça, qui est-ce qui décide sur autre chose. Et en fait, plus on grandit, plus ça devient une vraie équipe, plus c'est important de bien cadrer le rôle de chacun, de bien... on a le truc là de qui est-ce qui est accountable, qui est-ce qui est responsible, qui est-ce qui est... Et du coup, finalement, en fait, on a dû bien mettre ça sur papier parce qu'on arrivait à des conflits, des conflits humains qui étaient normaux, puisqu'il y avait plusieurs personnes qui se sentaient responsables pour certaines choses. Et puis, si jamais la chose ne marchait pas, plus personne ne se sentait responsable. Donc, et finalement, c'était limite plus dur de faire revenir les gens sur un seul profil de tâche où ils retrouvent leurs compétences, que de les faire disperser leurs efforts sur des tâches différentes. Donc là, nous sommes aujourd'hui dans cette période-là donc, en fait, plus vite que je croyais, on a dû s'organiser comme si on était une grosse entreprise. Grosse entreprise. Moi, je pensais qu'on peut avancer. Nous sommes 11 aujourd'hui, donc du coup, nous ne sommes pas une société énorme. Pourtant, on a CEO, on a des managers, on a donc que je trouvais un peu exagéré. C'est comme tenir la trésor. Quand on me disait au début, il faut que tu aies un Excel pour ta trésor, je me disais, attends, j'ai 3 fois rien qu'on dépense, c'est que le salaire, je ne veux pas me prendre la tête à faire. Et j'ai fait l'exercice plus pour faire plaisir à mon advisory board ou plus tard dans la recherche d'investisseurs. J'ai fait cet exercice-là et maintenant que j'ai pris l'habitude très tôt, c'est d'un aide fou. Donc, je peux à 6 mois d'avance, 9 mois d'avance, savoir où j'en suis avec ma trésor et si je dois faire quelque chose. Donc, c'est des très bonnes habitudes. Mais oui, souvent, on se rend pas compte qu'il y a des choses, au début, on voit pas trop à quoi ça sert et c'est plus tard qu'on saura que c'est vraiment utile finalement. Oui. Et ça n'a pas été trop dur de déléguer au début parce que vu que tu faisais tout, comment tu as délégué au début et comment tu t'es dit c'est la bonne personne pour faire ça à ma place, quoi. On était quand même 2, donc mon associée qui, même si elle est restée dans la recherche, elle était très présente et puis au début, on a tout de suite décidé qu'elle va décider sur les trucs techniques, moi sur toute la partie commerciale, administrative. Donc du coup, c'était vraiment un tandem qui fonctionnait bien. Toutes les décisions, on les prenait ensemble. On a toujours eu une chance de trouver les bonnes personnes sur les postes où on cherchait des gens, même quand on avait l'impression qu'on n'a pas les moyens de se permettre d'embarquer quelqu'un de nouveau, même si on avait besoin de ce profil-là. Finalement, on a toujours trouvé les financements, le bon chiffre d'affaires où on avait besoin pour pouvoir embaucher et surtout trouver le profil, parce que tout le monde me dit à chaque fois, Adriana, fais attention, il faut que tu commences à chercher parce que ça va prendre du temps. Par exemple, un lead dev, ça va prendre 12 mois, 18 mois pour en trouver, il faut s'y mettre. Et moi, je leur disais, non, à Statif, dès que rien que ça me passe par la tête que j'aurais besoin de ce profil-là, bam, ça se pointe, ce profil, et puis je me retrouve à l'avoir avant qu'il y ait vraiment le besoin. On a eu, par exemple, les investisseurs, beaucoup, ça pousse pour le renforcement de l'équipe commerciale. Comme on a été courtisé très tôt par les investisseurs, ça revenait tellement souvent que je commençais à croire que oui, effectivement, on manque d'un commercial. Le produit, à l'époque, n'était pas encore prêt. Donc maintenant, je doute un peu qu'on avait besoin à ce moment-là d'un commercial. Mais finalement, si tu peux imaginer, un des commerciaux, un des seuls commerciaux que je connaissais sur le marché de l'embarqué, se retrouve en open to work sur LinkedIn. Mais le gars, c'est un monument de domaine. Enfin, je me suis dit, jamais on peut se permettre. Et puis, il viendra jamais. Lui, avant, il vendait des sondes de traces, là. Et puis, toute l'industrie le connaît. Il viendra pas chez nous. Il y aura d'autres gens qui vont lui proposer des boulots. Et puis, on s'était dit avec mon associé, tu sais quoi? Allez, proposons-lui. Au pire, il va dire non, au moins ça sera fait. En fait, non, le gars, il a dit oui, mais bon, il nous a mis dans un truc
concurrence avec quelqu'un d'autre. Il a très bien négocié son salaire. Et finalement, il a fait un super boulot parce que tout de suite, il a mis en place un CRM. Effectivement, il avait les bons contacts des personnes qui peuvent être intéressées dans les entreprises par un outil comme le nôtre, parce que c'était exactement les mêmes contacts qui avaient besoin des sondes que lui, il vendait avant. Donc, du coup, c'était un jackpot. Et en plus, ça nous a donné par rapport à l'industrie, une légitimité. Oui. Donc, on avait déjà, de point de vue recherche, que oui, ce qu'elles font, c'est connu. Mon associée, Liliana Coucou-Grosjean, c'est un nom connu dans la thématique qu'on propose à Statinf. Et tout le monde aime travailler avec elle dans la recherche, mais après, pour lui acheter des trucs, plus personne n'était de la partie. Donc, du coup, quand le directeur commercial est arrivé, lui, tout de suite, il a su appuyer sur les bons boutons. Les gens ont cru, oui, si lui, il est là, c'est qu'il y a un truc à vendre, on va lui acheter. Et puis, voilà, on avait commencé à faire du chiffre d'affaires et on a un pipeline impressionnant des possibles clients que là, par exemple, on a la version de produit complète avec la fonctionnalité phare dont on se vante dès le début qui est prête, et du coup, on a le pipeline qui va avec et on est prêt à vendre. Mais tu me dis, vous avez eu beaucoup de chance. Je suis pas sûre que ce soit de la chance. Je pense que quand même, vous avez les moyens et les bonnes cartes pour aller chercher cette chance. Oui, je pense que dans la vie, on a besoin de chance, hein, de rien. Mon mari le dit souvent, lui, c'est un grand champion des arts martiaux, et quand les gens le complimentent, il dit « Oh, tu sais, c'est de la chance, hein. Il y avait d'autres meilleurs que moi. » À ce moment-là, c'est moi qui suis champion, mais bon, c'est la chance. Moi, je crois pas beaucoup à la chance, hein. Je pense que c'est beaucoup de travail, surtout. Oui. Non, mais c'est ça. S'il y a quelque chose, oui, effectivement, c'est ça. C'est vraiment le travail qui fait que, donc, quand on se donne les moyens et on met un peu de soi-même, c'est là. S'il y a un truc indispensable à la réussite et à l'appel de la chance, c'est bien le travail, oui. Et du coup, tu nous as dit que tu étais cofondatrice avec ta sœur. On entend souvent que travailler en famille, c'est pas toujours évident. Ça, c'est toujours. Enfin, vous avez jamais eu de difficultés par rapport à ça? Si, finalement, oui. Donc maintenant, je le dirais même moi que pour nous, on n'était pas vraiment en famille parce qu'on a chacune sa cellule familiale. Elle a 3 enfants et un mari, j'ai 2 enfants et un mari, et pour nous, c'était ça nos ressources familiales. Donc, travailler avec mon mari dans ce type de structure, non plus, je me dis que c'est peut-être pas sain. Mais avec ma sœur, c'est comme si, bon, on se connaît tellement mieux que ça peut qu'apporter au succès de la société. Donc, au bout de 4 ans, il faut dire que moi, je suis la petite sœur, elle, c'est la grande sœur. Elle a eu un cursus beaucoup plus classique. Donc, elle est directrice de recherche aujourd'hui à l'IRIA, HDR. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup bossé, qui a toujours resté sur elle a su depuis qu'elle était gamine ce qu'elle voulait faire, qu'elle va faire une thèse en maths. Finalement, c'était en computer science, mais bon, c'était pas loin. Alors que moi, je pense, j'ai découvert avant le lycée que j'étais super forte en maths. Je m'y attendais même pas parce que j'avais l'impression que moi, j'étais juste belle dans la famille. C'est ce que disait ma maman. Ma sœur, elle est une génie, et que moi, mais toi, tu es belle, tu peux te marier bien, tu vois, le type elle était très fière de sa petite fille. Et finalement, en fait, j'ai découvert en moi les maths au lycée. J'ai fait j'étais vraiment super forte, hein. C'était pas donc, mais je faisais du sport en même temps. Donc du coup, à un moment donné, j'ai décidé de mettre mes études de maths en parenthèse et de faire de la compétition, des championnats d'Europe, des championnats du monde. C'était une très belle période aussi. C'est mon mari aussi qui m'a tiré un peu dans son domaine. Finalement, j'ai décidé de revenir vers les études. C'est en revenant en France que j'avais repris. Donc,
Et je me disais que bon, je fais juste un DUT, comme ça c'est vite fait, et j'ai un boulot, peut-être que j'ai plus du tout le niveau, qui sait, en maths. Et en fait, là, je découvre que j'étais quand même super forte. J'entre en licence, master, donc super note, super un plaisir pour moi de faire ça. Je fais le stage de fin de master, et là, on me propose une thèse. Et là, j'étais moi, la première, la plus surprise, on va dire. Je me rappelle que j'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, oh, tu vas jamais croire, mais je pense qu'on m'a proposé une thèse. Et parce que celui qui me proposait de chez EDF m'avait laissé un message sur le répondeur, mais je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire, parce qu'il disait, je sais pas si toi tu veux, mais je sais pas si nous on a l'argent, et je sais pas si chez nous on est d'accord, mais j'ai un sujet de thèse. Et et j'ai fait écouter à ma sœur le message, et elle me dit, ah oui, on te propose une thèse. Mais bon, oui, c'est marrant et tout. Et puis je dis, oui, c'est marrant, mais je me dis que peut-être je vais faire une thèse. Et là, elle m'a défoncé, quoi. Non, parce qu'une thèse, c'est quelque chose il faut le savoir en avance. C'est 3 années où tu te remets en question, tu es toujours sur le même sujet. Et puis, quand tu arrives à la fin, tu te rends compte que c'est pas valorisant autant que tu le croyais. Et ça peut te détruire, parce que moi, qui savais depuis toujours que je veux faire une thèse, regarde, j'ai mis du temps à avoir un poste, donc, il faut tenir, et et en fait, plus elle était comme ça, plus je me disais, mais moi, alors, si je veux faire une thèse, mais je fais une thèse. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait mon cursus. Donc, du coup, la thèse s'est bien passée, donc j'ai bien réussi ma thèse. Après, comme je te disais tout à l'heure, avec finalement elle qui me propose des choses. Mais c'est resté que, tu vois, c'est elle qui a un truc fixe, donc même en rejoignant son équipe en tant que postdoc, c'était elle ma boss finalement, donc c'est toujours elle qui décide les trajectoires. Moi, je suis une bonne bosseuse, et je l'ai toujours admirée, la façon dont elle construisait son équipe, dont elle faisait sa recherche. Donc on a créé la société, on a toutes les deux su que si elle était disponible, ça serait elle la CEO, on va dire, de la société. Mais bon, ça, c'est pas fait comme ça. C'est moi qui me suis mise au chômage. Je me suis mis à 20% sur la société, ce qui fait que entre nous, donc, c'est resté, enfin, comme si, pour elle, c'était toujours elle qui portait la chose. Alors que, tu vois, c'était pas vrai. C'était moi qui portais et la responsabilité et le temps. Mais je l'ai toujours resté, parce que j'aime beaucoup ma sœur et que je l'apprécie tellement et que je sais que c'était notre projet à tous les deux. Je lui ai toujours laissé la place. Et elle, comme c'était quelqu'un de beaucoup plus occupé que moi, par exemple, pour décider des choses, je lui demandais son opinion, mais la personne occupée qu'elle est mettait tellement de temps à répondre que tu avais déjà décidé. Non, mais c'est comme si elle donnait sa validation ultime, comme si c'était elle qui décidait finalement. Je pense que c'est ça qui a fait Et puis finalement, quand l'équipe a grandi, c'est là que ça s'est joué le plus niveau rôle dont tu parlais tout à l'heure. C'est que on est arrivé à un moment où je me suis rendu compte que ma sœur, elle me traitait en réunion d'équipe comme si j'étais son N-1. Parce qu'il le disait des fois, tu vois, que je pouvais pas si je la contradisais, elle va me dire après, attention, parce que tu m'as fait des remarques avec l'équipe. Ça devant des N-1. Mais en fait, après, je me suis rendu compte que ce qui gênait, c'était que pour elle, c'était elle la patronne dans la chambre. Effectivement, elle a un caractère très, tu vois, qui inspire, qui impose, respect, puis qui impose, tu vois. Et moi, je suis beaucoup plus, j'essaie de détendre un peu l'atmosphère, de rester pareil, que ce soit des collègues qui sont des employés ou que c'est... Après, je sais pas s'il y a une bonne formule de faire en tant que chef, mais moi, voilà, je suis plutôt le type dont on n'a pas peur on n'a pas peur de dire les choses. Et c'est là qu'on a dû décider entre nous deux, et puis ça a été un peu douloureux parce que elle voulait complètement quitter, en fait, si elle pouvait pas décider. Donc, on a dû prendre des décisions. Finalement, on a demandé un audit à nos investisseurs. C'est un peu eux qui ont tranché que oui, effectivement, enfin, on a fait même un audit en demandant à toute l'équipe à l'intérieur sur qui se repose, qu'est-ce qu'ils voient, pas à choisir sans leur dire qu'il fallait choisir entre nous deux, mais à dire que, avoir leur projection dans l'avenir et à voir qu'est-ce qui ressort, en fait. Et on voyait bien que les gens ne considéraient pas Liliana comme étant quelqu'un d'interne qui se sent
responsable de la société au même point que moi, tu vois, son nom. Oui, parce qu'elle avait autre chose à côté et que toi, c'était tout ce que tu construisais. Tout le monde l'admirait, mais tout le monde disait à chaque fois, oui, mais Liana n'a pas le temps. Oui, mais Liana n'a pas le temps. Et du coup, pour les trucs techniques, elle voulait toujours prendre les décisions, mais elle avait tellement peu de temps et il fallait prendre des décisions en interne, même pas moi, hein, mais à l'intérieur de l'équipe de dev, qu'elle venait challenger après qui est-ce qui a pris la décision, alors que ça se fait en connaissant comment ça tourne à l'intérieur. On va prendre certaines décisions, mais après pour l'expliquer, il faut partager tout ce processus qui a amené à ça. Donc, du coup, ça donnait une lenteur et qui faisait un peu comme si on était une équipe de recherche, finalement. Mais au final, c'est son univers aussi. C'est son univers, oui, oui. Et du coup, ça a quand même beaucoup impacté notre relation. Donc, si c'était à refaire, je ne referais pas une... Ok, c'est intéressant comme histoire. Avec moi. Merci beaucoup pour ton partage. Mais du coup, il y a un truc que tu m'as raconté aussi quand on a discuté la première fois, c'est que tu m'as dit que tu pensais pas que c'était aussi long de passer du prototype au produit. Donc, est-ce que tu peux un peu raconter ce que tu imaginais et quelle est la réalité? Ce que j'imaginais, c'était que on avait déjà les lignes de commande, en fait, derrière, et qu'il fallait juste mettre une interface à tout ça pour qu'on puisse vendre, sachant que nous, là où on innove, c'est sur une fonctionnalité phare du produit, qui est celle de donner un critère aux industriels de voir la taille de leur processeur. Ça s'appelle le pire temps d'exécution des programmes, de l'ensemble des programmes. Et du coup, on calcule ça par rapport au conflit qu'il peut y avoir entre les programmes, au partage entre les ressources entre les programmes. Mais en fait, nos clients et nos possibles clients, ils ont déjà leur outil interne, surtout, et quelques outils externes, ceux de nos concurrents, qui ont beaucoup plus de fonctionnalités. Des trucs de rien du tout. On se dit que c'est pas important. Ça, on peut le faire. C'est juste une question de développement. Mais tant qu'on n'a pas tout ça, toute cette fourchette à leur proposer en même temps que notre fonctionnalité phare, ils vont pas acheter. Donc, c'est ça qui a fait que quand on a créé une interface, on s'est rendu compte que ça suffisait pas juste une interface. Il fallait rajouter des fonctionnalités. Quand on a rajouté des fonctionnalités, on s'est rendu compte que l'interface que nous avions prévue n'est pas assez modulable, qu'on devait vraiment tout changer derrière pour rajouter quelque chose de nouveau. Donc, pour dire, je pense qu'on est passé par on a eu 3 versions distinctes de notre produit. Donc, pour arriver à avoir quelque chose de modulable, donc quand on rajoute quelque chose, pour avoir aussi intégré toutes les petites, parce que cette fonctionnalité phare, elle vient avec plein de petites décisions que nous, on voyait même pas comme fonctionnalité finale du produit, et qu'on découvrait aux yeux de nos clients que c'en était des fonctionnalités. Donc, du coup, transformer ces petites étapes qui ne se voyaient pas sur l'interface au début, les transformer en petites fonctionnalités, et du coup, toute la richesse de ce que la technologie propose derrière avant d'arriver à sa conclusion et à sa fonctionnalité phare soit présente sur l'interface. Et puis aussi, donc nous, on fait de l'analyse dynamique, mais des fois, ça peut pas être appliqué. Donc, du coup, il faut que dans notre outil, il y a aussi la solution de secours vers laquelle on a envie que jamais ça passe, que toujours notre fonctionnalité, notre méthode, elle va donner des résultats utilisables, exploitables par l'industriel. Mais si c'est pas le cas et cette situation arrive, il faut expliquer pourquoi, indiquer exactement, targeter le moment où le problème survient. Et si jamais c'est vraiment, on peut pas résoudre ça, on peut pas changer ni en refaisant des traces, ni en regardant ce qu'on appelle les anomalies, les valeurs extrêmes et puis anormales, les enlever. Alors, il faut vraiment avoir un truc de secours. Et puis là, on a ça aussi. On a même intégré dans notre outil un petit outil académique qu'on fait du coup évoluer, donc c'est un peu de volontariat qu'on fait pour la communauté, qui fait un type de solution qui est, la nôtre elle est dynamique, l'autre est statique, qui fait des calculs vraiment, et on avait commencé timidement à les faire nous-mêmes en fait. On recrée cet outil finalement académique, et puis c'est Airbus qui nous a dit, tant qu'à faire, peut-être que vous pouvez faire appel à celui-là, de cette façon vous pouvez le faire évoluer et tout le monde en profitera. Donc c'est finalement ce que nous avons fait, mais du coup ça
c'est des mois de travail aussi et une personne presque dédiée à faire ces changements et à tenir à jour cette branche. Mais du coup, ça vient un peu à l'encontre de ce qu'on entend souvent, qui est de développer une fonctionnalité, de la vendre et puis après de rajouter les autres briques. Non, ça vient pas tellement à l'encontre parce que nous, vraiment, on avait notre fonctionnalité, elle venait vraiment comme un truc, on calculait juste un truc, quoi. On calculait, on faisait un graphe et on donnait une mesure. Parce que maintenant, la version qu'on sort, effectivement, elle cherche à vendre quelques fonctionnalités, mais pas le truc complet. Donc, on s'y est fait, nous aussi, très vite que on peut pas avoir tout le mammouth. Il faut qu'on commence par un tout petit. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Même là, ce qu'on fait maintenant, effectivement, c'est beaucoup plus complexe. On aurait pu commencer par vendre déjà des briques plus petites. Mais on n'était pas dans cet esprit-là. Ça doit être aussi notre côté recherche un peu qui nous a fait défaut ici. Et même nos interlocuteurs dans les grandes compagnies sont des équipes recherche. Et finalement, tu vois, eux, ils nous encouragent à aller pousser plus loin. le plus loin possible, ouais, et à démêler tout ce qu'il n'y a pas encore, où il n'y a pas de solution, parce que nous sommes très proches à avoir des solutions qui n'ont jamais existé. Donc, du coup, ils ont envie qu'on continue. Alors maintenant, il faut peut-être qu'ils nous payent aussi un petit peu pour qu'on y survive, qu'on y arrive, quoi. Ouais. Et tu disais, vous avez fait un peu en 3 phases différentes, vous avez repris beaucoup de choses. Avec la vision d'aujourd'hui, tu penses que vous auriez pu faire les choses autrement dès le début? Oui, absolument, absolument. Mais on n'avait pas les compétences. On est parti avec une équipe junior, on va dire, de point de vue développeur. Donc il y avait mon associé et moi. Donc elle faisait pas du tout elle a jamais construit un produit, même si elle donnait des cours comment construire un software et c'est important. Donc on avait une ingénieure qui venait de finir en fait son master. Donc elle n'avait jamais fait non plus un produit. Elle savait, oui, elle connaissait l'architecture et les deux suivants, pareil. Il y a un qui venait de finir sa thèse, mais qui n'avait jamais travaillé dans une grande boîte. Un autre qui venait de finir son master. Donc, on était vraiment une équipe de juniors de point de vue développement software. Et ça nous venait, on s'est rendu même pas compte à quel point c'est important d'avoir un expert en développement. Et en fait, c'est justement ce qui s'est passé. Donc, quand il y a la première personne un peu plus experte qui est venue, tout de suite, il nous a dit, mais c'est scolaire ce que vous faites ici. Donc, du coup, mais cette personne, il avait une vision aussi très pragmatique. Et c'était bien que c'est pas important là, il faut qu'on vende un truc. Donc, du coup, on va transformer le plus rapidement possible, limite en ligne de code, qu'on puisse vendre quelque chose. Et on a fait ça. Après, la personne suivante qui est venue a dit, non, mais en fait, c'est pas modulaire. Ça, à chaque fois qu'on va rajouter quelque chose, ça va casser tout. Donc, du coup, il faut qu'on rechange, et au fur et à mesure, on se permettait en fait des gens qui avaient un peu plus d'expérience. Et là, par exemple, il y a 2 ans, maintenant en novembre, notre directeur produit qui est arrivé et qui vraiment a donné une autre dimension à ce que c'est que le software que nous étions en train de construire. Et on se rend compte là, ce que c'est que les spécifications que nous on savait pas. Donc j'ai appris ça à 3 ans quand même de la création de la boîte. Donc et maintenant j'entends ça partout. Tu vois, c'est un truc. Oui, c'est devenu plus courant qu'il y a 6 ans. Oui. Et tu m'as dit que vous étiez en incubateur. Enfin, ils vous ont pas un peu aidé sur ces aspects-là? Ça nous accompagnait beaucoup à se poser des questions sur le marché, sur le type de produit, mais pas des questions en fait terre à terre pour un constructeur de software. Je sais pas à qui on peut demander au début quand on se lance à créer un software, à avoir un produit, parce que même nous en fait au début, nous on pensait pas vendre un produit. On voulait voulait faire un SaaS, vendre juste des licences. Donc même notre mentalité a changé et eux, ils nous poussaient pas vers un produit, ils nous laissaient dans le truc de licence qu'ils trouvaient avec du service licence, donc qui pouvait nous amener loin. Donc c'était, oui, je pense qu'on a manqué effectivement parmi tous ceux qui nous ont accompagnés, parce que je trouve que nous avons été quand même bien accompagnés, et une richesse de personnes de tout profil, mais c'est tard que quelqu'un qui est vraiment dans le produit, qui nous a rejoint pour nous donner du conseil de comment le construire et tous les aspects qu'il manque. Après, des fois, même si la personne voit, le retour qu'on peut faire,
on est trois ingénieurs en système embarqué, on n'a aucun développeur. Pour l'instant, on pouvait pas se permettre dans les 12 mois à embaucher. Ils vont pas nous dire, vous allez pas, vous allez nulle part, là, c'est pas possible, il vous faut un développeur. Même là, par exemple, on arrive à un moment où on a créé le produit est prêt, et là, j'entends des voix qui me disent, ouais, mais quand le produit est prêt, tu peux te séparer, et tu dois te séparer d'une partie de l'équipe qui l'a construite parce que tu n'as plus besoin de tellement de dev ou de tellement, ça, je suis pas prête à l'entendre, tu vois. Non, mais c'est super intéressant ce que tu nous partages. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as rencontré des défis particuliers en étant une femme dans ce milieu tech? Je dirais que oui, mais pas de la part des pairs, pas de la part des clients. On a presque une équipe maintenant, on a commencé 3 filles, mais là, après, on a embauché que des gars. Ils sont tous de très belles valeurs, les valeurs de la société, de l'égalité. Nous sommes une équipe très diversifiée. Là où j'ai senti un peu ça, c'était du côté des investisseurs. Mais bon, c'est pas non plus le trait qui ressort de parce que j'ai connu des investisseurs, j'ai dû avoir des centaines de rendez-vous investisseurs. Et ça m'est déjà arrivé que ça, c'est peut-être plus fréquent que d'autres choses. On sent que, vu qu'on était, si on vendait des légumes, je pense que ça passerait mieux. Ou des poupées. Oui. Mais comme on vend un truc tech, les gens, limite, on a l'impression donc on nous demande d'expliquer tout ce qui est derrière, comme si on pouvait l'expliquer en 15 minutes, parce que si c'est une femme qui l'a fait, c'est que ça peut pas être aussi compliqué que ça, à la limite. Donc, c'est la sensation qu'on avait des fois. Que lui, investisseur, qui a, oui, un profil assez tech, finalement, parce qu'il en connaît, il va comprendre en 15 minutes ce que nous on fait. Donc, ça, c'était assez désagréable et je suis restée avec l'impression qu'il ferait beaucoup plus confiance à un gars qui va lui expliquer qu'il a une tech innovante. J'ai même eu des retours de genre, il vous manque un homme, parce qu'on était quand même 2 nanas dans il vous manque un homme dans l'équipe, il faudrait prendre un profil commercial et si c'est possible un homme parce que c'est trop compliqué ce que tu sais pas valoriser, tu sais pas vulgariser, Adriana, assez. Ah, là, tu commences à mieux vulgariser, c'est bien, mais c'est toujours pas ça. Toi, tu es une maman, non? Ouais. Imagine-toi que ta fille, qui est très timide, déjà, j'ai pas de fille, j'ai 2 garçons. Donc, pour dire, même, parce que je suis une femme, même ils voient tout derrière moi. Même, je peux pas avoir des garçons, limite, tu vois. Imagine, c'est pas des réflexions qui feraient un homme, au final. Oui, c'est pas des réflexions. Et puis, là, le gars, il essaye de me dire que j'arrive pas à bien expliquer un truc tellement technique et il me donne il me fait une parallèle de mère au foyer, quoi. Donc, mais j'avoue que j'ai eu très peu de choses comme ça. Après, j'avais mal réagi une fois, je me rappelle, c'est la BPI qui a sorti une étude sur, donc à la base, on voulait voir entre les femmes et les hommes qui ont plus de mal à attirer l'investissement. C'est un investissement public, la BPI. Donc, du coup, s'il faisait que de l'investissement public, j'aurais accepté les résultats de l'étude. Mais en fait, il mêlait le tout. Et ça ressortait que finalement, les hommes aussi, ils ont du mal à lever de l'argent. C'est pas un truc de femmes. Alors que c'est connu. Donc, il y a 2% de femmes qui sont dirigeantes qui arrivent à faire des séries A. Donc, 2%. Et la BPI avait posé des questions comme ça avec 3 types de réponses. Et finalement, les hommes disaient aussi qu'eux aussi, ils ont eu du mal. Donc, du coup, ça finissait quand on nous présentait, on nous a quand même fait venir à la BPI au siège pour nous présenter les résultats. Et finalement, c'est une légende urbaine que les femmes ont plus de mal à convaincre. Et en plus, ils avaient accueilli pour des témoignages 3 dirigeantes. Et en fait, même dans leurs études, on voyait que celles qui n'ont pas de mal, c'est les femmes qui reprennent des sociétés ou qui héritent qui sont dans des entreprises familiales. Et en fait, celle qui reprenait, c'était une ancienne VC. En fait, en reprenant une entreprise en difficulté, son fonds VC avait pompé de l'argent dans l'entreprise. Donc, du coup, je vois pas la valeur que ça montrait de son côté femme. Et l'autre, c'était quelqu'un qui a repris une entreprise familiale et elle était même, elle a fait des études d'assistante.
Donc, elle avait maintenant un rôle de CEO parce que c'était l'entreprise de... OK, et celles qui n'y arrivent pas trop, c'est les femmes qui créent leur entreprise. Alors, focalisons-nous sur ça. Enfin, on peut pas dire que c'est une légende urbaine. Moi, j'accepte pas que la BPI, même je leur avais donné une idée pour leur montrer à quel point c'est injuste, en fait, de dire ça, pour tout investissement confondu, public et privé. Parce que moi, tous les investissements publics que je suis allée chercher, je les ai eus. Parce que quand on me regarde des faits sur papier et sur tout ce qui est Statinf aujourd'hui, j'ai le droit d'avoir toutes les subventions que je suis en capacité de demander. Donc, je leur ai même dit, regardez un peu pour les sociétés qui ont eu toutes les aides de la BPI et qui n'arrivent pas à lever de l'argent privé, combien sont dirigés par les femmes et combien sont dirigés par les hommes. Et là, on va avoir une info pour voir que oui, effectivement, on peut investissement public, oui, on est traité pareil. Et tant mieux, finalement, aussi, je pense. Heureusement que c'est... Au moins, un endroit où on est traité pareil. Mais pas chez les investisseurs. En tout cas, voilà, en Europe. Après, c'était effectivement, comme je disais, ça, c'est des faits qui sont arrivés il y a des années. J'étais au début. En fait, on avait 3 fois rien, la société. Moi-même, j'aurais pas investi. Quand je regarde maintenant, il n'y avait pas à se projeter, c'était encore trop de rêves qu'autre chose, donc c'était peut-être pas ça, si on était des hommes, peut-être ça aurait été fait pareil, mais peut-être que nous, on aurait eu plus de poids de faire passer les choses parce que on les aurait présentées différemment. Ouais. Mais moi, je l'ai déjà ressenti aussi quand j'arrive dans une entreprise ou quoi, de devoir plus prouver que si j'étais un homme, en fait. Oui, voilà, c'est ça, dans le tech, on a l'impression que oui. On a des choses à prouver. Même ceux qui disent, mais moi, entre une femme et pour un poste, entre une femme et un homme, moi, je vais prendre celui qui est le plus compétent. Je vais pas prendre la femme juste parce qu'elle est femme. Attends, mais pourquoi tu te poses la question dans ce sens-là? Pourquoi tout de suite la femme? Et il y a plus de chances qu'elle soit incompétente. Pourquoi pas l'homme? Pourquoi pas dire la phrase à l'inverse? Donc, même ça, on voit... Ouais. Ok, mais merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire si on veut te contacter ou quoi, où c'est qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver à mon adresse mail, c'est adriana.gogonel@statinf.fr. Bon, c'est le même nom aussi sur LinkedIn si on veut me chercher. Donc, nous sommes dans un moment où il y a le produit qui va se développer. Donc, s'il y a des clients qui peuvent me contacter, ça m'arrangerait. Ça marche. Je mettrai toutes les infos dans la description, en tout cas. Super. Et merci beaucoup pour cet épisode. Vraiment, c'était super intéressant de t'avoir et de discuter avec toi. Et merci. Je te remercie, moi, Tamara, et félicitations pour ce que tu fais. Je trouve que c'est super fort de donner la parole comme ça à des gens qui ont des choses qui peuvent aider les autres dans leur démarche. C'était un plaisir de faire ce podcast. C'est la première fois que quelqu'un me donne la parole dans un cadre plus off que on. Donc, je te remercie. Merci à toi. Et puis, pour les auditeurs, je les retrouve dans 2 semaines avec un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a inspiré ou motivé, abonne-toi, partage-le autour de toi et laisse-moi un avis pour aider encore plus de rêveurs. Toi aussi, tu as une idée, un projet ou une histoire à partager ? N'hésite pas à me contacter, je serai ravie d'échanger avec toi et pourquoi pas de t'accueillir dans un futur épisode. En attendant, souviens-toi, tes rêves sont à portée de main. Il suffit de faire le premier pas. À très bientôt pour un nouvel épisode de Take Your Dream.